swipe up pour rejoindre le Twitch. Donc, je vais faire un petit live où on va parler de discrimination et de la manière dont on perçoit les discriminations. A tout de suite. Salut tout le monde, je suis prêt pour le live Twitch. Vous pouvez me rejoindre en faisant un petit swipe up. Et puis, on va parler de discrimination et de la manière dont on perçoit les discriminations. Ça va être passionnant. A tout de suite. Salut tout le monde, vous me dites si vous m'entendez bien. Bienvenue sur ce nouveau live, cette nouvelle revue de presse sur Twitch où on va prendre le temps de parler de la mesure, on va prendre la mesure des conséquences de discrimination. Alors bonjour, dites-moi un peu si vous m'entendez, si vous êtes là. Ça me fait grave plaisir d'être à nouveau en live sur Twitch pour cette revue de presse décoloniale. Donc c'est la deuxième que je fais en 2021. Franchement, c'est un peu un test encore, et vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, j'attends un peu que vous arriviez. De quoi on va parler cette semaine? On va parler donc de discrimination parce que il y a une application, un site internet, excusez-moi, qui s'appelle antidiscrimination.fr, qui a été lancé par le gouvernement, et c'est de ça dont on a envie de parler aujourd'hui. Alors, super, je commence à recevoir vos messages. Alors moi, j'ai un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où je reçois vos messages. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Grave merci, salut donc 13 bis. Ah, mais c'est toi qui es sur le forum aussi, sur le Discord. Trop cool. Tu me diras ce que t'en penses et puis on peut en discuter. Et puis trop bien les articles que tu as mis sur le Discord.
J'ai pas encore tout lu, mais je vais commencer à lire. Dites-moi un peu comment vous allez. Cette semaine a été un peu compliquée parce qu'on a reparlé, enfin il y a eu le terme islamo-gauchisme et une enquête qui a été lancée par notre ministre et que c'était un peu, ouais, c'était un peu tendu. Mais voilà, dites-moi un peu si vous avez passé une bonne semaine. J'attends que vous arriviez tranquillou avant de me lancer. Hop là. Alors, ouais. Donc cette semaine, ce dont on va parler, comme je disais, c'est un article donc, paru sur la revue AOC. AOC, c'est une revue qui, ça veut dire Analyse, Opinion, Critique. Et, donc, c'est une revue où enfin, les gens proposent en fait des analyses de l'opinion et de la critique. L'avantage de cette revue, c'est que vous pouvez lire des articles gratuitement. Vous pouvez lire 3 articles gratuitement par mois. Et ensuite, par contre, il faut vous abonner et payer. Et bon, si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez le faire. Moi, je ne suis pas abonné, mais parfois, je lis quelques articles qui sont vraiment intéressants. Donc là, on va en commenter un qui est dans la catégorie analyse. Alors, concernant la semaine dernière, RCI veut dire Radio Caraïbe International. Alors, je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence. RCI, je me rappelle plus de quoi on a parlé la semaine dernière, mais tu vas me rappeler parce que... Alors, assez lourde la semaine, ouais, c'est sûr que là, c'était une semaine chargée de ouf, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez tous eu le temps ou tout eu le temps de regarder ma vidéo. J'ai fait une vidéo récap de la semaine où j'ai parlé de plusieurs thèmes. Alors, la femme du périphérique, salut, bonsoir, semaine de blup. Refus de ma chef de laisser une jeune volontaire voilée auprès des jeunes. Ah ouais, ça c'est tendu. Ça commence déjà. Je sais pas dans quoi tu travailles exactement, mais ok. Ah oui, l'article sur l'herbe à pic. Ok, ça marche. Donc c'était RCI, donc la Radio Caraïbe Internationale, qui avait publié cet article sur l'herbe à pic. Je ne sais pas exactement. Alors, MJC, ok, d'accord, dans une MJC, tu bosses. La femme périphérique. Ouais, je compatis et ouais, c'est vraiment tendu. Je pense qu'il y a pas mal de responsables qui sont en train de se poser des questions, comment réagir, comment se positionner, etc. Et que tout le monde, en fait, il n'y a rien de clair dans ces histoires. Et comme il y a un climat de suspicion hyper fort, ben, on en arrive à des situations comme ça. Et c'est terrible. Mais justement, on va parler de discrimination cette semaine, donc je pense que ça va être intéressant. Vous allez voir, moi j'ai lu un petit peu l'article, c'est carré et ça m'a fait réfléchir à plein de trucs. Ah oui, autre chose, je voulais vous dire, il faut qu'on dure à peu près 1h30 et pas plus, parce que sinon je vais me fatiguer tout simplement. Et donc n'hésitez pas à me dire, là il est 19h30, il faudrait qu'à 20h30 on ait terminé quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez que je traîne, faites-moi des petits signes pour me dire, ça commence à être long quoi. Et comme ça, moi, je me rends compte aussi, parce que parfois, quand on parle tout seul devant la caméra, on ne se rend pas forcément compte du temps qui passe. Alors, on va commencer tout de suite, hein, puisque vous êtes un peu quelques-uns et quelques-unes à être présents. Donc, cette semaine, on parle d'un article qui s'appelle Prendre la mesure des conséquences des discriminations. Je vous le mets sur mon autre écran. Donc, voici l'article ici présent. Prendre la mesure des conséquences des discriminations. Mais on va commencer d'abord par le commencement, parce que tout ça a... Donc, vous allez comprendre. Je vais aller sur le site de Brut. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois de cela, Emmanuel Macron avait répondu à une interview sur Brut suite à la mort de... Enfin, à la mort, excusez-moi. Suite au tabassage de Michel Zecler, qui avait été donc tabassé par des policiers, voilà, alors qu'il rentrait chez lui. Et donc Macron était venu faire une interview hyper longue, en direct sur Brut. Il était assez impressionnant parce qu'il maniait bien les mots. Et donc, lors de cette interview, il a dit quelque chose qui va être notre sujet aujourd'hui. Il a dit... Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Le seul moyen de bouger, c'est de mettre en place une plateforme commune pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale. Oui, une plateforme anti... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit un petit peu. Vous me dites parce que j'ai peut-être pas bien réglé tout, donc dites-moi. Donc en fait, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il y aurait une plateforme unique nationale sur laquelle on pourrait se plaindre ou enfin dénoncer lorsqu'on est discriminé. Et donc Brut a ensuite fait une petite vidéo ici
où il interviewe Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits. Et vous allez voir ce que c'est le défenseur des droits ensuite. Et ils ont interviewé aussi Mohamed Meshmash, qui est président du collectif Hack-le-Feu. Voilà. Et donc ces deux personnes se posent la question de l'efficacité ou de l'utilité de la plateforme antidiscrimination.fr. Alors, est-ce que vous avez entendu la phrase d'Emmanuel Macron ou pas du tout? Dites-moi dans les commentaires pour que je me rende compte un peu. Comme ça, je sais si j'ai bien tout configuré. Hop là. Et donc. C'est de manière très simple, unique et nationale. Oui, une plateforme antidiscrimination.fr est juste indispensable pour permettre de lutter contre les discriminations et surtout du coup de rétablir les personnes dans leurs droits. Ok, donc le micro est beaucoup plus bas par rapport à la vidéo. Ça marche. Alors dans ce cas, je baisse la vidéo de ouf parce que mon micro, je peux pas le monter plus fort. Donc là, on a Claire Hédon qui justifie la raison pour laquelle... ok, mon niveau est vraiment trop faible. Bon. Eh bien, je me rapproche de mon micro. J'imagine que vous m'entendrez mieux comme ça, je pense. Voilà, mon micro est plus proche de ma bouche maintenant. Ça devrait mieux marcher. Alors, du coup, on a Claire Hédon. Je recommence un peu. Qui explique l'intérêt d'une plateforme antidiscrimination. Et face à elle, Mohamed Meshmash, qui va expliquer que ce n'est peut-être pas suffisant. Cette plateforme ne suffira pas, ça sera un outil, mais je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Donc là, c'est la grosse question que pose Brut. Et donc nous, déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est se renseigner un petit peu sur qui sont les deux personnes qui ont été interviewées. Donc Claire Hédon, qui est... Hop, je vais chercher sur Google. Qui est Claire Hédon? Tac. Alors, Claire Hédon, née en 1962 à Paris, c'est une journaliste française, présidente du mouvement ATD Quart Monde. Donc voilà, un mouvement qui... À quoi il sert ce mouvement? Regardez tout de suite. Aide à toute détresse... qui est devenu, en fait, il s'appelait à la base Aide à toute détresse et il est devenu Agir pour la dignité quart-monde. Donc c'est pas sur la question du tiers-monde, mais c'est sur la question du quart-monde. Donc c'est un mouvement de solidarité. Donc là, vous m'entendez peut-être un peu mieux ou pas du tout, toujours pas? Dites-moi parce que je me suis vraiment rapproché du micro, mais peut-être qu'il y a un problème que je sous-estime. Donc Claire Hédon, journaliste française, elle est nommée défenseur des droits le 22 juillet 2020. C'est pour ça qu'elle a été interviewée par Brut. Le défenseur des droits, qu'est-ce que c'est? On va aller voir tout de suite. Le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée par une révision constitutionnelle le 23 juillet 2008 et qui est instituée par la loi organique du 29 mars 2011. Alors là, je vais peut-être zoomer un peu parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Donc la défenseur des droits, elle est nommée par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Le défenseur des droits est chargé de défendre les droits des citoyens non seulement face aux administrations, mais dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre la discrimination, c'est ça qui va nous intéresser, et du respect de la déontologie des activités de sécurité. Alors, on ne parle pas de l'application de urgence-violence, j'imagine. Non, on ne parle pas de l'application urgence-violence policière, je crois que c'est cette application qui s'appelle UVP. Là, on va parler d'autre chose qui s'appelle antidiscrimination.fr. Ah, c'est le feu, oui, vineux. La voix, c'est good. Super. Parfait. Donc ce qu'on a compris, c'est que le défenseur des droits, c'est une autorité administrative, mais qui est indépendante. Donc, ce n'est pas la police. Elle a vraiment un mandat spécial qui est celui de faire respecter nos droits. Donc voilà les droits qui sont garantis par la Constitution, etc. Donc ici, Brut avait interviewé Claire Hédon, défenseuse des droits, et Mohamed Meshmash, du collectif Hack-le-Feu. Alors je vais chercher un petit peu à voir qu'est-ce que c'est que le collectif Hack-le-Feu pour... Hack-le-Feu, association collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble Unis. Collectif français qui a vu le jour à Clichy-sous-Bois au lendemain des révoltes sociales de novembre 2005. Il a pour objectif d'établir un dialogue entre les habitants de banlieue et les institutions en organisant des rencontres et en veillant à ce que les revendications des habitants
soit prise en compte. Son nom peut également se lire Assez le feu. Ok, d'accord, je comprends mieux. C'est un petit jeu de mots qui se sont donnés là. Assez le feu, très bien. Alors, donc ils ont interviewé ces deux personnes pour nous expliquer antidiscrimination.fr est-elle vraiment une plateforme utile? Qu'est-ce que c'est antidiscrimination.fr? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc on va lire un article du Monde, enfin on va lire un petit bout d'article qui nous présente donc la plateforme rapidement. Une plateforme pour signaler les comportements discriminants mis en ligne par le gouvernement. Donc l'article a été publié le 11 février 2021 par Louise Couveler. L'objectif de ce dispositif, qui devrait être inauguré par Emmanuel Macron vendredi, donc vendredi je crois que c'est aujourd'hui parce que on est quel jour aujourd'hui? Je vérifie. On est le 19, c'était publié le 11, non, c'était vendredi dernier, donc il a été mis en ligne. Donc son objectif sera de dénoncer des discriminations, qu'elles soient liées au handicap, au genre, aux origines, ou qu'elles aient lieu dans le cadre d'une recherche de logement ou d'emploi. Ok. Il s'agit de la deuxième brique de l'agenda égalité des chances du chef de l'État. C'est ainsi que l'Élysée présente la plateforme antidiscrimination qui devrait être officiellement lancée par Macron, nanani. Après une première série de mesures consacrées à la politique de la ville le 29 janvier, la promotion de la diversité dans la haute fonction publique et la lutte contre la discrimination veulent à leur tour répondre à la promesse d'émancipation au cœur du projet du président depuis 2017, assure-t-on à l'Élysée. Salut Tronche de Cake, ça fait plaisir. Tronche de Cake, modérateur, super modérateur, merci d'être là. L'objectif de cette plateforme Internet et du numéro d'appel unique 3928 est de permettre aux victimes de comportements discriminants, qu'ils visent le handicap, le genre, les origines ou le lieu de résidence, qu'ils aient lieu dans le cadre d'une recherche de logement ou d'emploi, du travail ou d'échange avec les forces de l'ordre, de les signaler plus facilement et de bénéficier d'une véritable écoute, d'une garantie d'un suivi du dossier et d'une vraie prise en charge. Alors pourquoi c'est important a priori cette plateforme? C'est justement parce que en général, quand on est discriminé ou quand on se sent discriminé, on ne va pas forcément aller voir la police parce que souvent on pense que c'est la police qui nous discrimine ou bien voilà. Et donc on n'a nulle part où se tourner. Et donc c'est pour ça qu'ils mettent en place cette plateforme en espérant que justement les gens vont plutôt faire la démarche d'aller sur la plateforme, de le dire, de chercher une écoute, etc. Et donc il y a des gens qui bossent pour le défenseur des droits, qui sont de l'autre côté de la plateforme et qui vont normalement prendre en charge toutes les dépositions qui sont faites sur cette plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ensuite? La jeunesse, c'est son cœur de cible. Disposant d'un budget de fonctionnement de 3,5 millions d'euros pour l'année 2021, la plateforme sera également... Oula, j'ai eu une petite saute. La plateforme sera également connectée aux plateformes déjà existantes et vers lesquelles les juristes redirigeront les victimes si nécessaire. Ainsi, celles mises en place par l'Inspection générale de la police nationale et par l'Inspection générale de la gendarmerie nationale et celles consacrées aux violences sexistes et sexuelles, Arrêtons les violences. Alors du coup, notre président a présenté son app après sa semaine avec notre ministre du Supérieur. Non, le président a présenté cette application vendredi dernier. Donc je crois que Frédérique Vidal n'avait pas encore fait sa sortie sur l'islamo-gauchisme. Mais de toute façon, le gouvernement est dans ce mood à condamner l'islamo-gauchisme depuis un moment, parce que c'était même avant la sortie de Frédérique Vidal qu'on avait entendu le mot et que Blanquer l'a utilisé, que même voilà, tout le monde s'en est servi de ce mot. Alors, je continue à lire. Aujourd'hui, l'égalité n'est pas au rendez-vous. Nous avons une égalité au rabais. L'objectif est de restaurer l'égalité républicaine, a insisté l'Élysée, et de rappeler les initiatives en faveur de la jeunesse, son cœur de cible, et de la lutte contre les inégalités à la racine. Donc là, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place pour la lutte contre les inégalités à la racine. Alors, ok. Maintenant, on sait... Alors attendez, je lis vos commentaires. Le défenseur des droits avait été créé pour cela, lutter contre les discriminations. Il pouvait être saisi là-dessus. Oui, effectivement, le défenseur des droits, c'est son rôle, mais le problème, c'est comment vous contactez le défenseur des droits. En fait, qui a envie de contacter le défenseur des droits et qui se sent en confiance, qui connaît le défenseur des droits? Personne, en fait. Enfin, ou trop peu de monde. En tout cas, les gens qui sont discriminés ou qui pensent être discriminés ne le connaissent pas forcément. Et du coup, il fallait trouver une plateforme en plus
qui rendent le défenseur des droits plus accessible en fait. Et des gens qui peuvent t'expliquer c'est quoi la démarche à faire concrètement, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis en place la plateforme. Et donc on va aller sur le site du gouvernement direct qui nous explique, donc là je zoome un peu aussi pour que vous voyez bien, le lancement de la plateforme contre les discriminations. C'était le 12, donc c'était vendredi dernier pendant que je faisais mon autre Twitch, mon premier live. Donc il y a un numéro de téléphone, le 3928, il y a un chat et il y a même une fonction pour les personnes sourdes et malentendantes. Cette interface de signalement et d'accompagnement des victimes ou témoins de discrimination est également dotée d'un numéro de téléphone, ça c'est ce qu'on a dit. Voilà, alors les chiffres clés. Selon le défenseur des droits, en 2019, les principaux critères invoqués en matière de discrimination dans ces réclamations sont, donc à plus haut niveau, c'est l'origine, y compris la nationalité, 24,5%. Les autres critères, donc là c'est un mélange entre tous les autres critères, donc on s'en fout un peu. Le handicap, c'est le deuxième, à 22,7%. Deuxième critère de discrimination invoqué par les gens qui ont fait la demande auprès du défenseur des droits. Donc c'est pas tout le monde, hein. C'est vraiment les gens qui ont été jusqu'à faire la demande. Ensuite, 12,7% le sexe, y compris la situation de famille et la grossesse. 10,3% c'est l'état de santé. 5,7% âge. Et ensuite 24,1%, c'est tout le reste des discriminations dont on peut être victime. On a mis 10 ans pour créer la plateforme. Ouais. C'est vrai que ça fait un moment qu'elle aurait pu être mise en place. Il faut croire que c'était pas à l'agenda du gouvernement. Et d'ailleurs, si on regarde depuis quand existe le défenseur des droits, c'est quelque chose d'assez récent. Je l'ai lu tout à l'heure, c'était, je crois, 2013, 14, je sais plus exactement. La date. Mais voilà, c'est quelque chose de très récent, même le défenseur des droits en tant que tel, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire l'article qui nous intéresse vraiment. Et vous allez voir qui est très intéressant. Qui s'appelle donc « Prendre la mesure des conséquences des discriminations ». Et donc publié le 15 février 2021 sur AOC, donc la revue Analyse Opinion Critique. Il me reste un article à lire, un article gratuit à lire, donc je vais économiser ça. Donc, il a été écrit par Julien Talpin, Hélène Balazar, Marion Carrel, Samir Hadj Belgassem, Soumbul Kaya, Anaïk Puren et Guillaume Roux. Donc là, ils sont nombreux et nombreuses à s'être mis dessus. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va checker un peu qui sont ces gens très rapidement, hein. Julien Talpin, c'est un politiste chargé de recherche au CNRS. Justement, on a beaucoup entendu parler du CNRS cette semaine puisque la ministre Frédérique Vidal demande au CNRS une enquête sur les dégâts de l'islamo-gauchisme ou en tout cas sur les champs de recherche à l'université. Alors, il s'appelait autrement, je ne me rappelle plus. Il a été renommé plus tard. Oui, le défenseur des droits, effectivement. Il avait un autre nom. Et c'est que depuis récemment qu'il a été nommé défenseur des droits, mais il n'avait pas aussi exactement le même mandat en fait. Donc il y a quand même une différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Julien Talpin, donc voilà, Julien Talpin, il a, on va chercher rapidement juste un peu plus sur lui, parce que j'avais vu quelque chose d'intéressant. Il a un Twitter, voilà, sur lequel... Donc c'est un chercheur au CNRS. Et voilà, sur son Twitter, il nous indique que le 17 février, il publie un livre qui s'appelle « L'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires », qui est le fruit d'une enquête collective de plusieurs années pour comprendre ce qui se joue dans les quartiers, au-delà des caricatures sur le séparatisme ou la victimisation. Donc c'est une plongée dans des combats quotidiens pour l'égalité. Donc là, ça c'est parfait. C'est sorti donc le 17, là aujourd'hui on est le 19, donc ça fait juste 2 jours qu'il est sorti le livre, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont écrit cet article. Et d'ailleurs, ils sont tous en signature de ce livre en fait, Julien Talpin, Hélène Balazar, etc. Tout le monde, toute la petite équipe se retrouve là. Le livre est publié au PUF, donc moi je vais leur envoyer un petit mail pour qu'ils me l'envoient. J'espère qu'ils vont me l'envoyer gratuitement, ce serait trop cool, mais c'est pas dit. Le médiateur de la République a été créé dans les années 70 et transformé en défenseur des droits en 2011. Ok, super. Merci beaucoup pour l'info. C'est ce qu'il me manquait comme information. Alors là, j'arrive pas à voir tous vos noms. Ah voilà. Karine MBL. Merci beaucoup pour cette info.
Donc, là, on sait qu'il y a un livre qui est sorti le 17, donc il y a 2 jours, L'épreuve de la discrimination, et donc c'est un peu sur ce même esprit que cet article « Prendre la mesure des conséquences des discriminations » a été écrit. Je regarde rapidement aussi qui est Hélène Balazar, je vais peut-être pas tous et toutes les faire. Hélène Balazar, politiste, chercheuse au laboratoire EVS de l'Université de Lyon. Hop. Donc là, on a des chercheurs et des chercheuses. Ok. Super. Bonjour, Hélène Balazar. Bon. On va attaquer la lecture. Annoncer... Alors attendez, je zoome un peu, parce que comme ça, vous allez mieux voir. Et j'ai même un autre mode... Sur mon ordi, il y a un mode qui permet Enfin, ça s'appelle mode lecture. Quand j'appuie sur F9, et ça fait ça. C'est incroyable. Ça me permet de choisir même la taille de la typo pour pouvoir bien lire. Même de mettre en mode sépia, clair, sombre. Je savais pas que ça existait, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, génial. On va lire comme ça. 18 à 23 minutes en plus, c'est un truc long à lire. On va prendre le temps. Ce sera plus visible pour vous, je pense. Bonsoir, Jefti. Annoncé par le président de la République début décembre en réponse à l'émotion suscitée par l'agression de Michel Zecler par des policiers, une plateforme internet et un numéro de téléphone pour signaler les discriminations ont été lancés le 12 février. Placés sous l'égide du défenseur des droits, ces dispositifs attestent d'une prise de conscience de l'enjeu des discriminations par l'exécutif, mais tardive. En effet, compte tenu de l'ampleur des conséquences induites par l'expérience répétée des discriminations que connaissent nombre de Français, l'action publique antidiscriminatoire reste modeste. Ok. Ces derniers mois, on a accordé une grande attention aux violences policières. De la mise à mort de George Floyd au passage à tabac de Michel Zecler et les mobilisations que ces événements ont suscitées, poussant le gouvernement à organiser un Beauvau de la sécurité et à lancer une nouvelle plateforme de lutte contre les discriminations. Ces épisodes montrent que les discriminations demeurent un mal lancinant qui fracture la société française. Alors que certains élus et universitaires considèrent qu'on accorderait désormais trop de place à la question raciale, l'enquête que nous avons menée ces dernières années témoigne à l'inverse de l'indifférence dans laquelle se perpétuent ces pratiques aussi fréquentes qu'illégales. Déjà, j'aime bien l'intro, ça nous montre que... Parce que en ce moment, on entend beaucoup parler de séparatisme, comme s'il y avait des gens qui venaient et qui réussissaient par leur petite force et leur petite main et leur petite idéologie à séparer la République, alors qu'il y a des choses concrètes comme les discriminations à grande échelle qui contribuent à une vraie fracture, à une vraie séparation au sein de la France et des citoyens et citoyennes françaises. Et je trouve ça intéressant comment ils le mettent, comment ici ils le rappellent en fait. Ça nous sort un petit peu des effets de buzz actuels et ça nous montre que c'est possible de faire une enquête un peu plus longue, comme on va le voir dans le reste de l'article. Alors, la banalité des expériences discriminatoires pour les minorités. Nous avons conduit entre 2015 et 2018 une enquête dans 6 quartiers populaires en France et 3 à l'étranger, afin de saisir comment les individus réagissent aux expériences discriminatoires qu'ils peuvent connaître. Il y a une petite source, on va cliquer sur la source juste après, mais je finis quand même un petit peu la phrase. Donc quoique, je peux cliquer sur la source dès maintenant en fait. Hop là. J'ouvre dans un nouvel onglet la source. Les terrains d'enquête français étaient Roubaix, Vaux-en-Velin, le Blanc-Ménil, Villepinte, Mistral à Grenoble et Lormont, en banlieue bordelaise. Ok, super. Donc on n'a rien en région parisienne, ni rien en région de Marseille par exemple. Donc c'est plutôt, voilà. On a toutes les villes où ils ont fait leur enquête. Pour ce faire, nous avons notamment mené 245 entretiens biographiques avec un panel diversifié d'habitants et d'habitantes de ces quartiers. Pour éviter qu'ils soient biaisés, les entretiens n'étaient pas centrés sur la question des discriminations et du racisme, mais sur la vie dans le quartier et la trajectoire scolaire, résidentielle et professionnelle. Il s'agissait ainsi de déterminer si la discrimination surgissait spontanément dans les propos des individus et d'appréhender la place qu'elle occupait dans leur quotidien. De fait, près d'1 personne sur 6 a abordé spontanément ces questions,
comme s'il était impossible de mettre en récit sa trajectoire biographique sans mentionner discrimination et stigmatisation. Ça, c'est hyper intéressant aussi, hein. Donc là, ils ont fait... Enfin, je trouve ça cool d'expliquer un peu la méthodologie de recherche. Donc 245 entretiens biographiques sans mettre l'accent vraiment sur le racisme, mais ils essayent de voir comment les gens en parlent par eux-mêmes lors des entretiens. Quand nous abordions plus précisément la question des discriminations, en seconde partie de l'entretien, la très grande majorité des personnes faisaient part d'expériences discriminatoires dont elles avaient été elles-mêmes victimes, pour les 3/4 d'entre elles, ou des proches, pour 2/3, si bien que la quasi-totalité des enquêtés déclarent avoir fait face directement ou de près à la discrimination. Les causes de discrimination mentionnées le plus fréquemment sont l'origine réelle ou supposée, la religion et l'adresse, de façon relativement concordante avec les enquêtes quantitatives menées par l'INED ou le Défenseur des droits. Alors, ça c'est intéressant aussi. Donc en fait, ils ont fait l'interview en 2 parties. Première partie, ils parlent de choses générales et ils se rendent compte que les gens parlent eux-mêmes de racisme et de discrimination. Et seconde partie, ils leur posent vraiment des questions spécifiques sur les discriminations. Et là, les gens, à majorité, en ont déjà vécu ou alors ont déjà vu des gens très proches être discriminés. Et ils disent que c'est correspondant avec les chiffres obtenus par l'INED. Alors on va chercher ce que c'est que l'INED. L'INED, c'est l'Institut national des études démographiques. Et donc on va aller sur leur site pour voir un peu quels chiffres ils ont trouvés. Et je trouve ça hyper intéressant parce que sur leurs chiffres, vous avez en fait plein d'indicateurs démographiques, genre la population mondiale. Est-ce que vous saviez qu'on est 7 846 116 969 71 ? Ça change tout le temps, je ne sais pas comment ils font pour actualiser ça. L'espérance de vie en France, 82,9 ans. Espérance de vie en Tunisie, 77,1 ans. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la Tunisie spécifiquement. Et en tout cas, ils ont plein d'infos, comme par exemple les infos sur... ils devaient avoir, voilà, sur les migrations internationales, la discrimination et l'intégration. Et on va cliquer dessus. Et là, on se retrouve sur tout un endroit où ils ont mis plein d'articles où ils expliquent vraiment tous les chiffres qu'ils ont trouvés concrètement. Et ils mettent en place aussi, ils donnent accès à plusieurs études qu'ils ont réalisées, comme une étude qui s'appelle « Quand le recensement comptait les Français musulmans ». Ça a l'air intéressant, ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va pas... Quoique je clique vite fait pour voir ce que c'est. Quand le recensement comptait les Français musulmans. Dans ces décomptes de la population vivant en France, l'administration française distingue depuis longtemps les habitants selon leur lieu de naissance et leur nationalité. Dans les années 1950, bien que français, les anciens indigènes algériens qui résident en métropole sont qualifiés de Français musulmans d'Algérie et comptés à part. Angéline Escafré-Dublet, ah oui, je zoome pour que vous voyez mieux quand même. Lionel Kestenbaum et Patrick Simon nous expliquent comment l'administration s'y est prise pour les identifier dans le recensement, tout en cherchant à préserver l'apparence d'indistinction. Ça, c'est intéressant, ça. Je vais peut-être le lire une autre fois, mais voilà, on n'est pas sur ce sujet, on se recentre. Donc, ici, on a plusieurs enquêtes qui sont disponibles. Et notamment, il y avait une enquête que j'avais repérée tout à l'heure, en faisant mes préparatifs, et je vais voir si je la retrouve. Société population. Alors là, je la retrouve pas. C'est une enquête précisément sur les discriminations. Mais je sais qu'il y a les migrants et leurs mouvements. Là, je ne vois pas. Alors, attendez. C'est dans discrimination. Peut-être que j'ai pas bien cliqué. Si, c'est bien ça. Ok, bon. Bah, je la trouve pas pour l'instant, mais j'avais repéré tout à l'heure une autre enquête en plus. En tout cas, on a les flux d'immigration par continent d'origine, par exemple. Intéressant. On voit le nombre de personnes qui viennent d'Afrique et aussi en pourcentage d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Océanie. En fait, on a plein de chiffres trop intéressants qui peuvent permettre de construire vraiment des argumentaires carrés. Si vous avez besoin de débattre avec des gens, vous pouvez aller sur le site de l'INED
et prendre des sources vraiment claires, quoi. Alors, je regarde quand même parce que publication, il y avait un truc vraiment... Bon, c'est pas grave. On retourne sur notre article. Hop là, c'est parti. Donc ils avaient cité des enquêtes menées par l'INED ou le défenseur des droits qui aussi a fait une enquête, je crois. Bon, on continue à lire. Si nos chiffres n'ont pas de valeur représentative, même si nous nous sommes forcés de diversifier notre corpus, ils confirment l'ampleur et la fréquence des discriminations pour les habitants et habitantes des quartiers populaires. Certains pourraient y voir une forme de victimisation, des excuses pour trouver des raisons extérieures à ces échecs personnels. Donc ça, c'est intéressant. Savoir s'il y a discrimination est souvent complexe. Me suis-je vu refuser le prêt bancaire du fait de mon nom de famille, de mon adresse, de mon emploi précaire ? Le caractère souvent intersectionnel des expériences discriminatoires, où race, classe, religion et quartier s'entremêlent, peut faire obstacle au processus d'interprétation. Là, il n'a pas mis genre, ils n'ont pas mis genre ou handicap, situation de handicap, etc. Mais il y a vraiment tout dans les possibilités. Il y a beaucoup de raisons, enfin beaucoup de possibilités d'être discriminé finalement. Si notre dispositif d'enquête n'avait pas vocation à vérifier la réalité des discriminations, les personnes regorgeraient souvent de preuves. Salut, alors merci pour le raid de Jellybay. Salut à tout le monde, bienvenue. Alors on est en train de lire un article qui s'appelle les conséquences, donc c'est prendre la mesure des conséquences des discriminations, qui parle des discriminations. Si notre dispositif d'enquête n'avait pas vocation à vérifier la réalité des discriminations, les personnes regorgeraient souvent de preuves, étant elles-mêmes plongées dans une dynamique d'enquête pour saisir les origines de leurs difficultés, se questionnant parfois depuis des années sur une histoire vécue, difficile à digérer. Surtout au-delà de la preuve des discriminations, celle-ci semble avoir des conséquences bien réelles. Alors ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous êtes en train de faire une petite enquête pour savoir est-ce que vous avez vraiment été discriminé ou est-ce que c'est juste que vous avez raté quelque chose, vous êtes dans une situation d'échec. C'est vraiment, je pense qu'on est pas mal à être passé par ce genre de phase où du coup tu deviens un peu parano. Tu te demandes Enfin, tu sais plus vraiment s'il y a discrimination ou pas et voilà. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ça dans les commentaires. Alors, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que même si on n'a pas de preuve de la discrimination, dans tous les cas, le fait de se penser discriminé a des conséquences. Par exemple, la dépression, le repli sur soi ou les questionnements identitaires. Ces traitements inégalitaires constituent un traumatisme profond pour les individus. Nombre d'enquêtés ont comparé ces expériences à une gifle ou un coup de poing. Elles suscitent colère et tristesse. Par exemple, Aya. Alors là, il y a une petite source, je vais cliquer direct pour voir ce que ça veut dire. Aya, tous les prénoms ont été modifiés pour garantir l'anonymat des personnes ayant livré des détails parfois intimes de leur parcours de vie. Ok, ça marche. Aya, étudiante infirmière de 27 ans, habitant à Villepinte, évoque des situations d'humiliation de la part de sa manager. Elle me rabaissait. C'était de la méchanceté gratuite et je ne comprenais pas pourquoi. Elle n'aimait pas les noirs. C'était dur pour moi, franchement c'était dur. Je détestais. Je suis resté 3 mois. Alors ça c'est un témoignage. Ensuite, Ryan, qui témoigne aussi dans le quartier de Mistral à Grenoble. Originaire de Tunisie et de nationalité française, il revient sur une expérience survenue alors qu'il était en école d'ingénieur et qu'il compare à une gifle. Quand tu te présentes dans une boîte et que tu vas demander un stage de première année et qu'en face de toi, tu as un gars qui ne te fait pas comprendre, mais que tu vois dans son regard, tu vois dans son attitude, que si tu as eu de la chance d'arriver jusque-là pour un entretien, ça n'ira pas plus loin. Et ça, c'est très, très difficile. C'est terrible. C'est comme si on t'avait donné 2 gifles et on t'avait dit de repartir, alors que toute ta vie, tu avais investi 20 ans de ta vie. Tes parents s'étaient crevés à la tâche. Là, pareil, je ne sais pas si vous avez... déjà ressenti ce genre de ce genre de situation où vous êtes donné pour quelque chose et vous sentez que en fait c'est mort pour une raison que vous ne pouvez pas clairement identifier, mais vous avez l'impression en tout cas que c'est à cause de votre couleur de peau ou de votre origine supposée. Les discriminations entraînent des interrogations et des doutes, conduisent à des questionnements identitaires. Nous avons recueilli de nombreux témoignages de parents s'indignant des discriminations subies par leurs enfants, comme si celles-ci étaient plus dures à accepter encore que celles qu'on a rencontrées soi-même.
les discriminations sont souvent vécues comme un déni de francité. Alors là, ils ont mis une petite source, on va voir ce que ça veut dire. Les registres de l'identité. Donc ils ont mis une source vers l'INED, donc on a déjà vu tout à l'heure. Donc l'INED, Institut national des études démographiques. Et donc sur cette source, qui est parue en 2012, un document de travail paru en 2012, qui nous dit les registres de l'identité, les immigrés et leurs descendants face à l'identité nationale. Donc là, on a un article qu'on peut télécharger, j'ai l'impression, avec plusieurs chapitres comme la matrice des identités, la saillance de l'origine, déterminant de l'identité, nationalité et sentiment d'appartenance, l'ici et là-bas, concurrence ou complémentarité des identités nationales, définir son origine, être français ou avoir l'air français. Alors ça, c'est des trucs qui m'intéressent de ouf. Donc je vais cliquer pour voir rapidement. Donc là, on a l'image. Ok, mais on peut downloader, donc télécharger le document. Et là, on a un document de 40 pages. C'est un document de travail, donc c'est pas vraiment une étude, qui est dans le cadre du projet Trajectoire et Origine. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, Trajectoire et Origine. Alors attendez, il faut que je le retrouve ça. Comment je peux trouver? Il faut que je tape Trajectoire et Origine, attendez. Parce que ça, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Hop. Trajectoire et Origine, voilà, là on est sur le site. Enfin, on va pouvoir aller sur le site de Trajectoire et Origine. Et je vais vous expliquer ce que c'est, mais d'abord, on regarde donc, ce document de travail sur les registres de l'identité. Et là, franchement, 40 pages, ça a l'air bien dense, quoi. Avec des petits chapitres bien faits, avec des statistiques. Donc tout ça produit par l'INED. Bon, je ne vais pas le lire tout de suite, mais je le mettrai sur mon Discord. Comme ça, celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller le voir. Genre, il y a des questions du genre renvoi aux origines. À quelle fréquence vous demande-t-on vos origines? Souvent. Population totale 10%. Immigrés 29%. Les descendants 21%. Population majoritaire 5%. C'est des petits chiffres intéressants si jamais ça vous intéresse ce genre de sujet, ou vous cherchez à développer un argumentaire. Alors, donc je vous parle rapidement de l'enquête Théo, parce que donc Trajectoire et Origine, en fait c'est une enquête, je vous montre parce qu'il y a sûrement écrit, ah oui voilà, résultat de Théo 1. Ça c'est Théo 1, c'est une enquête, je zoome un petit peu, qui a permis d'éclairer, donc il y avait d'abord une première enquête qui s'appelle Théo 1, donc on va aller sur son site parce que je crois que c'est celui-là que moi j'avais vu. C'est ça, voilà, l'enquête Trajectoire et Origine, qui vise à identifier l'impact des origines sur les conditions de vie et les trajectoires sociales, tout en prenant en considération les autres caractéristiques sociodémographiques que sont le milieu social, le quartier, l'âge, la génération, le sexe ou le niveau d'études. Ça, c'est une enquête vraiment complète sur la discrimination en France. Et je pense que si ça vous intéresse, ce genre de sujet, il faut absolument que vous essayiez de la lire. Pareil, donc il y a certains documents qui sont gratuits en PDF sur le site de l'INED, mais pas tout. Parce qu'il n'y a que le fascicule de présentation qui est téléchargeable, donc c'est le tout début du truc, et sinon il faut l'acheter, et ça coûte 29€, donc c'est assez cher. Mais pareil, je vais peut-être leur envoyer un mail, ou sinon je vais utiliser l'argent que vous m'avez envoyé par Tipeee, parce que vous m'avez envoyé pas mal d'argent. C'est cool, bon, je dis pas mal, c'est voilà, toute proportion gardée, mais c'est vraiment suffisant pour que je m'achète quelques livres et que je puisse continuer à creuser les choses de manière intéressante. Et si vous voulez me soutenir, continuez à me soutenir, n'hésitez pas. Il y a le lien de mon Tipeee qui est dans la bio. Alors, il y a quelques chapitres que je vais vous présenter rapidement. Il y a un truc du genre partie 3, les dynamiques familiales. Chapitre 10, former un couple en contexte multiculturel. Chapitre 11, avoir des enfants en contexte migratoire. Chapitre 12, proximité résidentielle entre parents et enfants entrant dans l'âge adulte. Partie 4, discrimination et racisme. La prise en compte des perceptions. Par exemple, chapitre 14, les discriminations en France entre perception et expérience. Ou bien la place du racisme dans l'étude des discriminations. Franchement, il y a grave des trucs qui m'ont l'air intéressants. Partie 5, question d'identité. La fabrique du citoyen, origine et rapport aux politiques en France. Et c'est là qu'on a le chapitre 18 qu'on a vu tout à l'heure, là, qui s'appelle les registres de l'identité, les immigrés et leurs descendants face à l'identité nationale. Franchement, je vais en lire
pas avec vous là ce soir, mais je vais en lire et je vais mettre ces liens-là sur mon Discord. Alors, donc le résultat de ça s'appelle l'enquête Théo parce que trajectoire et origine. Donc ça c'était la première qui a terminé. Donc la collecte auprès de 22 000 personnes en France métropolitaine s'est déroulée entre septembre 2008 et février 2009. Et toutes les publications liées à l'enquête sont accessibles. Voilà. Et maintenant il lance une Théo 2 que je connaissais pas. Et donc pourquoi ? Parce que alors attendez, pourquoi l'enquête ? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi l'enquête ? Objectifs généraux, on va regarder. L'enquête TO2 reprend les principaux objectifs de la première édition réalisée en 2008-2009. Elle s'intéresse à l'articulation entre les origines, qu'elles soient géographiques, nationales ou culturelles, et les autres catégories de distinction dans la société, le genre, la classe, etc. etc., etc. Elle entend ainsi analyser le processus d'intégration, de discrimination et de construction identitaire au sein de la population résidant en France métropolitaine. L'étude des évolutions intergénérationnelles de ces processus entre les immigrés, leurs enfants et petits-enfants est au cœur de l'enquête TO2. Donc ça, c'est trop bien. Donc, affaire à suivre. Je regarde un petit peu qui est interrogé. On va voir ça. Qui est interrogé ? Les personnes enquêtées. Toutes les portent sur des personnes de 18 à 59 ans résidant dans des logements ordinaires en France métropolitaine. Et toute la population est concernée. Il y a aussi un truc qui est bien, c'est qu'ils ont ils ont expliqué le déroulement d'un entretien aussi. Donc comme ça, vous savez exactement comment les gens sont interrogés. Ça, je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Pour ma part, j'ai jamais vraiment vécu de discrimination professionnelle, mais je pense qu'être light skin a beaucoup joué à ce niveau-là, et le fait que mes prénoms ont des sonorités françaises. En revanche, je ne mettais jamais de photos sur mes CV et j'ai pu constater quelques étonnements, je dirais. Ouais, ça c'est... merci pour ce petit témoignage. Donc, Jelly B. Et merci pour le raid, encore une fois. Merci pour ce que tu fais en général. En tant que streamer, pas de discrimination, mais des trolls, oui. Ah ouais, ça ouais. Les trolls, il y en a toujours. Et c'est vrai que moi aussi, je me fais appeler Sumboy, c'est mon nom d'artiste et mon nom de militant. Mais j'ai aussi un nom à consonance française que mes parents m'ont donné. Et donc c'est vrai que je dis souvent que ça sert un peu comme un bouclier moins 50% de dégâts face au racisme ordinaire. C'est-à-dire que tu vois le racisme, mais il ne peut pas s'appliquer aussi frontalement quand tu as un nom à consonance française que dans d'autres cas. Vous me dites ce que vous pensez de cette définition, bouclier moins 50% de dégâts. Je reviens à la lecture. Donc on a vu les enquêtes TO2. Si ça vous intéresse vraiment, allez regarder, allez partager ces trucs-là, allez les lire, voilà. Je pense que c'est important de se baser sur des vrais chiffres. On revient à notre article sur AOC. Les discriminations sont souvent vécues comme un déni de francité, une remise en cause de son appartenance à la communauté nationale, à l'image de cette mère de famille roubaisienne de 57 ans, deuxième génération, descendant de l'immigration algérienne, qui s'inquiète des discriminations subies par ses enfants. Donc elle dit, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on doit se dire en haussant le ton ? On repart chez nous ? On n'a pas de chez nous. Chez nous, c'est ici maintenant. Moi, je suis française, je suis née française. Mon père est venu, il avait 16 ans. Qu'est-ce que je fais de mes enfants maintenant ? J'ai peur pour mes enfants et mes petits-enfants. Mes petits-enfants, ils vont aller où ? Ça, c'est une question légitime de parents. L'altérisation peut aussi façonner une forme de honte de soi et du groupe auquel on est renvoyé. Cette honte de soi peut avoir des conséquences importantes, influençant l'appétence pour le monde scolaire. Alors l'appétence, ça veut dire, on va dire la curiosité, l'envie de découvrir le monde scolaire. Elle influence aussi les opportunités professionnelles ou les choix résidentiels. Il serait évidemment réducteur de renvoyer toutes les formes de souffrance sociale vécues par nos enquêtés à des expériences de discrimination ou de stigmatisation proprement ethno-raciale. Cette souffrance découle bien souvent de formes d'altérisation fortement imbriquées, où classe, race et quartier s'entremêlent. Mais il apparaît impossible aux sociologues de ne pas accorder une place importante, sans avoir nécessairement besoin de hiérarchiser les critères de domination, aux enjeux ethno-raciaux pour comprendre les trajectoires et formes de vie des minorités. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça revient un peu sur les gens qui disent les obsédés de la race, etc. Il ne s'agit pas d'être obsédé de la race, mais il s'agit juste de dire c'est une variable qui doit entrer en compte et qui jusque-là n'entrait juste pas en compte. Alors du coup, on l'amène et on ne la met pas hiérarchiquement
plus ou moins importante que les autres. Simplement, on la cite. Et que dès qu'on fait ça, il y a tout de suite une levée de bouclier de gens qui disent « vous êtes obsédés par la race, vous voyez tout en termes de race, vous oubliez la classe ». Mais c'est pas le cas, hein. Les gens n'oublient pas du tout la classe, ni le genre, ni les autres discriminations. C'est simplement que c'est intéressant aussi de faire figurer la question raciale. Bien entendu, la race, pas au sens biologique, mais au sens sociologique. Les expériences stigmatisantes ont aussi des conséquences pratiques. Démotivation. Mince, je me suis cogné mon micro. Démotivation, dépression, suicide. Leurs effets sur la santé ont été abondamment documentés dans plusieurs pays et commencent à l'être en France, comme l'atteste par exemple la surmortalité des descendants et descendantes d'immigrés de deuxième génération ou celle des victimes de la Covid descendants d'immigrés. Alors ça, c'est un truc intéressant dont on ne parle pas suffisamment souvent en France, c'est que les conséquences des discriminations, qu'elles soient réelles ou juste le fait de se percevoir comme discriminé, peut être aussi la dépression, la démotivation et le suicide, qui entraînent ensuite une boucle de choses. Il faut vraiment le prendre en compte, ça. Donc il y a eu une documentation apparemment, on va regarder qu'est-ce qu'il cite, qu'est-ce qu'il et elle cite. Donc ce qui est cité, c'est une étude publiée à l'université de Bristol qui s'appelle A Systemic Review, donc une revue systémique, des études qui examinent la relation entre le racisme dénoncé, entre le racisme en tout cas, enregistré on va dire, et la santé et le bien-être pour les enfants et les jeunes. Donc, c'est un truc qui est en anglais, donc qui se base je pense sur des études, je ne sais pas où exactement, si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, ou dans un autre pays anglophone, je ne sais pas exactement c'est quoi leur terrain, l'endroit en fait. Oui, comme tu dis, une vraie spirale de pensée négative en somme. Oui, c'est exactement ça. En fait, tu rentres dans un cycle, et surtout s'il y a des situations d'échec ou d'impression d'échouer, tu te dis je vais pas avoir ce logement, je vais pas avoir ce travail, et puis ça tourne. Et s'il y a déjà un contexte qui favorise la dépression ou autre, ça peut vraiment être dark en fait. Et l'autre source citée, c'était la surmortalité, et sur ça, la première étude sur la mortalité des descendants d'immigrés de deuxième génération en France révèle une importante surmortalité chez les hommes d'origine nord-africaine. Ça a été publié le 25 juin 2019. Et donc ça a l'air intéressant aussi. C'est-à-dire une surmortalité des personnes originaires en fait du Maghreb. Quand on dit nord-africaine, c'est généralement le Maghreb. Et donc pour lire cette étude, où est-ce qu'on peut la trouver ? Elle a été publiée chez Demographic Research. Donc si on veut lire cette étude, malheureusement elle est en anglais, alors que ça concerne la France cette fois-ci, mais elle est en anglais, preuve aussi qu'il y a plein de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur ces questions et qui ne sont pas accueillis ni financés par les universités françaises. Et donc ils et elles sont obligés d'émigrer ou enfin de se déplacer dans d'autres universités. Et je trouve ça drôle parce qu'en ce moment, tous les gens qui parlent d'islamo-gauchisme, notamment Valérie Pécresse qui a dit ça sur... je ne sais plus où elle a dit ça, mais il y a une vidéo sur Twitter qui circule où Valérie Pécresse s'insurge du fait qu'un chercheur qui travaille sur l'islamisme ne se voit pas accorder de financement. Et tu as envie de lui dire, oui, mais en fait, c'est rare. En fait, la majorité des gens qui ne reçoivent pas de financement, c'est les gens qui travaillent sur les questions de race, d'études critiques sur le racisme, sur le décolonialisme, sur le post-colonialisme, etc. Alors, plutôt d'accord avec le bouclier, moins 50% de dégâts. Ça marche plutôt bien tant qu'on se tient au virtuel, genre inscription administrative. Effectivement, candidature pour un poste, et quand tu te présentes physiquement, il y a des malaises et des étonnements parfois. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis moins 50%. C'est pas 100%, c'est genre t'es protégé un peu, et puis ensuite, quand les gens ils te voient ou quand tu discutes vraiment avec quelqu'un, ça se sent qu'il y a la discrimination qui revient très forte. Il y a aussi l'histoire du syndrome méditerranéen qui entre en cause pour le coup, je pense. Alors ça, le syndrome méditerranéen, est-ce que tu peux nous donner plus d'infos de ce à quoi tu penses ? Parce que j'ai déjà entendu ce terme, mais je ne sais pas exactement comment il se définit. Là, je pense à un truc, mais je ne crois pas que ce soit ça. Donc explique-nous un peu mieux dans les commentaires. Alors, je reprends la lecture. Quitter la France pour fuir le racisme. Dans ce contexte, un nombre croissant de Français membres de groupes minorisés, spécialement les musulmans et musulmanes, envisagent de quitter le pays ou l'ont déjà fait, pour se prémunir de cette atmosphère étouffante. Nous avons interviewé de nombreux Français et Françaises installés au Canada, en Angleterre ou aux États-Unis, qui expriment à quel point, même si le racisme existe aussi dans ces pays, leur vie y est plus simple et le quotidien moins oppressant.
Ça, je trouve ça intéressant. Mais attendez, d'abord, on va regarder la source. J'ouvre la source dans notre onglet pour pas oublier. Je trouve ça intéressant, le fait de partir et de trouver l'herbe plus verte ailleurs. Mais je pense qu'en fait, ça résout pas vraiment le problème parce que ces personnes qui migrent dans un autre pays, en tant que personne, en fait, quand tu bouges dans un autre pays, étant donné que tu es français, en fait, les gens se rendent compte que tu es français. Et du coup, tu bénéficies aussi de l'aura, entre guillemets, de la France. Donc, si tu es aux États-Unis, même si tu es d'origine algérienne et que tu as grandi en France, les gens vont voir que tu es français parce que tu es pétri de culture française, tu parles français, etc. Donc, c'est ça qui va peut-être se marquer le plus et les gens vont se comporter avec une sorte de discrimination vers les Français. Donc, ça veut dire que tu vas bénéficier d'une aura positive, entre guillemets. Mais ensuite, les enfants qui vont naître là-bas, eux, ils vont redevenir entre guillemets des immigrés, puisque ce seront des Américains ou Canadiens ou autres, et du coup ils vont vivre le même racisme qui est, dirigé contre les descendants de l'immigration et qui vivent aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est que moi quand j'ai vécu en Chine, je me suis rendu compte de ça, que j'étais hyper français et que les gens me voyaient d'abord comme français, et que du coup je bénéficiais de cette aura française. Mais ça résout pas le problème en fait. C'est juste à ton échelle de ta génération, ça peut un peu améliorer les trucs, mais j'ai l'impression que ça résout pas le beans. Voilà. Donc voilà, le lien, j'allais oublier. Le lien, c'est un article publié en novembre 2018 sur le Bondi Blog qui s'appelle Éduquer, former et discriminer. Les injustices au travail des Français d'origine maghrébine. Donc ça, je vous laisserai le lire aussi si ça vous intéresse. Je reprends la lecture de notre article. C'est le cas par exemple de Mourad. Donc là, on parle de ceux qui quittent la France pour fuir le racisme. En fait, qui quittent la France pour fuir le racisme français, mais qui vont sûrement se retrouver confrontés à plus ou moins long terme à une autre forme de racisme. Moi perso, c'est pour ça que je me dis, j'essaye de régler les choses ici déjà. Enfin, régler, il n'y a rien que tu puisses régler tout seul, mais j'essaye de travailler ici déjà avant de bouger. Mais bon, en même temps, c'est en fonction de chacun sa manière d'être, quoi. Je comprends le fait de bouger aussi. C'est le cas, par exemple, de Mourad, d'origine algérienne, titulaire d'un doctorat en sociologie de l'université Paris 8, qui gérait une librairie à Colombes. Il a décidé avec sa femme de migrer à Montréal explicitement à cause du racisme en France. C'était trop dur, toujours ces regards, et je ne voulais pas que mes enfants grandissent là. Intéressant. Il faut quand même souligner qu'à Montréal, il y a aussi des formes de racisme très fortes, notamment par rapport à la situation des personnes qui étaient là avant l'arrivée des colons. Donc, voilà. La définition, alors attendez, je lis. V. McFly qui dit « La définition vient du fait que les médecins en France, pendant très longtemps, minoraient les douleurs ressenties par les populations d'origine africaine. » Donc là, tu parles du syndrome méditerranéen. Car nous serions moins résistants à la douleur, mégalol. Et du coup, quand une personne racisée se plaint d'une douleur, les médecins estimaient que la personne exagérait sa douleur. Ouais. Le syndrome méditerranéen désigne une pratique raciste qui existe dans le monde médical et paramédical en France, où les professionnels de santé pensent ou croient que les personnes racisées exagèrent leur douleur. Et cela a des conséquences sur la non prise en compte et la non prise en charge de la douleur de ces personnes. Intéressant. Ah oui, alors... Les liens que je propose, vous pouvez les retrouver sur mon Discord. Je vais les mettre sur mon Discord ensuite. Et là, c'est vrai que je ne les ai pas encore mis. Mais sinon, là, vous tapez, c'est AOC. Ça s'appelle, vous tapez prendre la mesure des conséquences des discriminations. Mais ensuite, je vais vous mettre tous les liens dans mon Discord. Et je crois qu'ils sont aussi sur mon Trello. Sur mon Trello, vous pouvez les trouver aussi, revue de presse 2. Donc là, vous allez dans la bio, juste en bas. Et vous allez les trouver. Alors... La France ne les aime pas, donc ils la quittent. Si l'on manque de données sur l'ampleur du phénomène à ce jour, ces cas interpellent. Outre la possible fuite des cerveaux et ses conséquences économiques, ce phénomène devrait nous interroger. Certains de nos compatriotes quittent leur pays pour mener une vie digne et décente. L'exil peut également se faire intérieur, par un repli sur le quartier ou des formes d'entre-soi minoritaires perçues comme protectrices. Ces phénomènes peuvent aboutir à des formes de violence et de radicalisation. Cela n'empêche pas la très grande majorité des habitants de quartiers populaires rencontrés d'aspirer à davantage de mixité sociale et ethnique, déplorant une concentration spatiale des minorités plus subie que choisie. Ça, c'est un truc intéressant aussi parce que souvent on dit, par exemple, il y a tout ce qui se passe autour de Trappes en ce moment,
où on dit que voilà, il y a des ghettos, enfin des quartiers perdus de la République, etc. Et j'ai envie de dire, mais qui a mis ces gens dans ces endroits? Est-ce que les gens ont choisi de se dire, allez, on va tous dans les cités Non, enfin, c'est des politiques publiques beaucoup plus larges qui font que ces personnes-là se retrouvent, bon, ça charge pas, qui font que ces personnes-là se retrouvent dans des ghettos, dans ce qu'on appelle des ghettos, dans le sens des concentrations très fortes de populations issues de l'immigration, qui n'ont donc, enfin, pour une minorité de ces personnes-là, il y a des replis radicaux qui peuvent s'opérer. Et ça, c'est un sujet hyper intéressant, je trouve, parce que je suis en train de réfléchir à un concept qui s'appellerait le repli moral. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, je pense. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc qui se passe important à comprendre autour de ce repli et de ce que ça veut dire. Alors là, eux, ils citent un livre qui s'appelle « Discrimination ethnique ». Alors, je vous fais un petit zoom quand même. Et qui est paru en 2013. À partir d'une enquête de terrain consacrée aux politiques du logement social à Birmingham et à Marseille, ce livre montre comment, en France comme au Royaume-Uni, la politique du logement social contribue à la construction des frontières ethniques et produit des catégorisations, des discriminations et de la ségrégation ethnique. On ne peut en conséquence opposer un modèle français universaliste, qui serait aveugle à l'ethnicité, à un modèle britannique multiculturaliste, qui reconnaîtrait les différences ethniques et mobiliserait des catégories ethniques. Ça, c'est intéressant. Ça peut nous servir, ça. Mais par contre, il coûte 18 €, disponible en librairie. Bon, bah, si vous avez les thunes, n'hésitez pas à aller lire ça pour voir qu'est-ce qui peut être bon d'en tirer, en tout cas. Donc, les politiques du logement social comme créateur de séparation finalement ethnique, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni. Donc arrêtons d'opposer les deux modèles. Alors, je continue à lire. Les individus ne sont pas que des victimes. Ça, c'est un truc intéressant. Mais avant de lire, je vais vous faire un petit quiz sur l'actualité, parce que là, ça fait déjà un moment qu'on est en ligne. Il est 19h58. Ça fait 1 heure, donc ça fait beaucoup. Et donc je vais mettre un peu de game dans cette session. Je vais vous lancer un quiz pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière. Vous avez vu le fonctionnement de QuizKit. Et je vais vous lancer ça. Attendez, touc, visible. Comment est-ce que je le lance? Pourquoi il ne veut pas se lancer? Attendez un instant. Alors là, j'arrive pas à le lancer, je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais y arriver. C'est juste qu'il est déjà ouvert ailleurs, voilà, c'est ça. Mes quiz. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit quiz sur les actus de la semaine. Pour participer, c'est simple, il va s'afficher sur votre écran si vous êtes en train de regarder sur ordinateur. Si vous êtes sur téléphone, il faudra sûrement vous mettre en vue portrait, c'est-à-dire pas à l'horizontale, mais à la verticale. Et regardez en bas, normalement, il y a ma bio, il y a mon lien vers Tipeee, etc. Et là, vous allez sûrement voir les questions qui apparaissent à cet endroit-là. Donc, je vous laisse regarder, dites-moi si vous les voyez. Et donc, moi, je lance un quiz sur les actus de la semaine, qui va être assez facile, normalement. Vous allez voir. C'est un quiz au point, donc le but, c'est de répondre le plus vite possible la bonne réponse. Et donc, normalement, vous êtes en train de recevoir les règles. Dites-moi si vous voyez. Normalement, vous êtes en train de recevoir les règles là. Est-ce que ta notion de repli moral va dans le sens de safe place? Non, pas du tout. En fait, je pense que les gens... Mais je vous expliquerai ça plus tard parce que là, j'ai pas encore bien les outils pour le dire. Mais je pense beaucoup à l'expérience de mes parents qui sont chrétiens évangéliques et qui, en fait, donc vivent dans une société dans laquelle ils sont en désaccord moral, mais ils peuvent pas non plus sortir de cette société parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens ou les lieux de partir, et du coup, ils font une forme de repli moral, mais à l'intérieur même de l'endroit c'est comme si tu vis au milieu de Babylone alors que tu détestes la morale de Babylone, quoi. Et je pense que ça crée des trucs qu'on sous-estime encore, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, le jeu va commencer. Je vous lance les questions. Qui est Frédérique Vidal ? La ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de la Culture ou la ministre de l'Intérieur ? 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. Alors, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. C'est une réponse facile, c'est sur l'actu. Donc, normalement, vous devriez connaître. Le truc, c'est de répondre le plus vite possible. Dites-moi s'il y en a qui ne voient pas le quiz. Et
Ah mince, la bannière de quiz se pose sur ma tête. Zut. Alors, vous avez bien répondu. 14 personnes ont bien répondu. Ah oui, donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de mode, comme ça, vous me voyez mieux. Boum. Voilà. Comme ça, là, vous me voyez bien et ça apparaît pas sur ma tête. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur. Bien joué. Alors, prochaine question. Soyez prêts et prêtes. 3, 2, 1. Top. Lequel de ces pays ne fait pas partie du G5 Sahel? La Mauritanie, le Burkina Faso, le Bénin ou le Tchad? Alors ça, c'est si vous avez suivi l'actualité du G5 Sahel et de la force Barkhane, qui a été renouvelée ou qui est... Alors, il y a des gens qui écrivent dans le chat. Ah oui, en fait, il ne faut pas écrire dans le chat, il faut cliquer. Ouais, c'est plus Covid Sahel. Merci, tranche de cake, de m'avertir des... des problèmes. Alors, il y en a qui ont écrit le Bénin. Et en fait, le mieux, c'est de cliquer sur le quiz. Alors, c'est peut-être que vous ne voyez pas le quiz. C'est peut-être pour ça que vous écrivez dans le chat. Dites-le moi. C'était le Bénin, effectivement. Bien joué. Alors, vous êtes 11 à avoir dit le Bénin. 2 à avoir dit le Tchad. Et non, le Tchad est bien un membre du G5 Sahel. Et d'ailleurs, c'est le président Idriss Déby qui est le nouveau président du G5 Sahel depuis la semaine dernière. Et avant ça, c'était le président de la Mauritanie qui était le président du G5 Sahel. Voilà. Et le Burkina Faso est aussi dans le G5 Sahel, puisqu'il est un pays du Sahel, en fait. Le Bénin n'est pas un pays du Sahel, finalement. Bref. Oui, alors cette extension, elle est cool. Le problème, c'est qu'elle n'apparaît pas sur les replays. C'est ça qui est embêtant. Prochaine question, c'est la dernière question. 3, 2, 1. Top. Dans lequel outre-mer les indépendantistes ont-ils remporté la majorité aux élections cette semaine? En Kanaki, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Réunion ou Martinique? Quand je disais Kanaki, Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. C'est ultra simple. Donc franchement, s'il y en a qui se trompent là, c'est chaud. Le G5 Sahel a-t-il un vrai poids ou c'est de la communication? Non, le G5 Sahel a quand même un vrai poids. C'est juste qu'il est très fortement influencé par la France, mais il a un vrai poids. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Je montre la réponse. Effectivement, c'était la Kanaki ou Nouvelle-Calédonie. Donc Kanaki, c'est le nom que donnent les indépendantistes, et Nouvelle-Calédonie, c'est le nom que donne l'administration française. Bien joué. Il y en a un qui a dit la Réunion et un qui a dit la Martinique. Alors peut-être qu'il y a une info que je n'ai pas. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a une info que j'ai pas. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Alors, le quiz, c'est la contestante 26 qui a gagné. Alors là, j'ai pas vos noms parce que je pense que vous n'êtes pas abonnés en fait à Twitch. C'est pour ça que je peux pas avoir vos noms. Donc la personne qui a gagné, c'est contestante 26, mais je ne sais pas qui tu es. Ensuite, c'est contestante 2, 28, 14, 18. Et personne... Ah, s'il y a Eau-de-Vie qui est 25e, bien joué Eau-de-Vie. Et Martini Chéri qui est 19e, bien joué Martini Chéri. Et je finis. On gagne quoi? Eh bien, pour l'instant, j'ai pas de gain, malheureusement. Mais je vais y réfléchir avec d'autres personnes qui créent, par exemple, je sais pas, des masques, des sacs, des livres, j'en sais rien. Il y aura peut-être des gains, mais pour l'instant, je le fais comme ça, juste pour le fun. On va retourner à la lecture de notre article. Toujours le même article sur les discriminations et la mesure et les conséquences des discriminations. Tac. On est de retour. Ouais, vous gagnez mon respect éternel, c'est ça, exactement. Les individus ne sont pas que des victimes. Intéressant. Les individus ne sont évidemment pas que des victimes passives des discriminations. Nos entretiens regorgent de tactiques pour composer avec le stigmate, de ruses pour éviter le conflit ou les expériences négatives. Ça, c'est un truc qui me parle de ouf. Parce que je voulais vous faire un vlog une fois sur... En fait, j'ai fait quelques vlogs que j'ai enregistrés, mais que j'ai jamais publiés. Il y en avait un où je parlais de mon état, en général, quand je suis en minorité. C'est-à-dire quand il y a une majorité de personnes blanches autour de moi. Je me suis rendu compte que je me comportais un peu de manière... comme si j'étais un peu éteint. Parce que j'avais l'impression qu'on allait me sniper à n'importe quel moment. Et que du coup, si jamais je me faisais sniper, je devais faire le mort, entre guillemets. C'est-à-dire pas réagir par la violence. Qu'est-ce que j'entends par sniper? C'est pas une vraie balle de sniper, mais c'est dire avoir une remarque raciste. En fait, c'est comme si à n'importe quel moment, je pouvais être victime de racisme. Et du coup, je m'éteins un peu pour être sûr que quand ça va arriver, je réagisse pas au quart de tour. Et parce que sinon je vais prendre encore plus cher, parce que souvent les snipers, une fois qu'ils t'ont touché, ils te touchent une deuxième fois. Et donc je me suis rendu compte de ça, et que ça me faisait un peu vivre dans une sorte de paranoïa en fait, et pas être totalement tranquille. Et j'imagine qu'il y a d'autres situations où ça doit arriver. Je pense que quand tu es une personne en situation de handicap,
tu dois être sur tes gardes en permanence aussi comme ça, et même en tant que femme dans des milieux avec beaucoup de mecs cis, etc. Ça doit être un peu une situation, voilà. En tout cas, je me suis rendu compte de ça et je voulais faire un truc dessus. Et ça fait partie des tactiques, donc moi c'est une tactique assez négative que j'ai trouvée pour éviter le conflit ou les expériences négatives. Si vous avez des tactiques, dites-le moi aussi dans les commentaires. Moi, j'attends seulement l'affiliation pour prendre mon sub. Alors ouais, j'ai pas compris comment ça fonctionne vraiment les affiliations et les subs, mais on pourra en parler peut-être en chat, comme ça tu m'expliqueras un peu comment ça fonctionne. Et je pourrais peut-être en mettre. En réagissant avec humour, voilà, nos entretiens regorgent de tactiques pour composer avec le stigmate, de ruses pour éviter le conflit ou des expériences négatives. En réagissant avec humour, pour relativiser et ne pas laisser les micro-agressions prendre trop de place, en évitant certains lieux, en se présentant de façon conforme à ce qui est attendu, en invisibilisant certains de ses traits, lissage de cheveux, blanchiment de la peau, etc. Cela revient à nier une partie de son identité pour continuer à vivre comme tout le monde. Alors ça, il y avait Xiao Mao Mao qui nous en parlait en live sur Insta cette semaine. Quand on a fait Vos histoires crépues, elle racontait son parcours de vie. Elle expliquait vraiment ça, comment elle avait dû s'effacer, se nier, se lisser, parce qu'en tant que Camerounaise qui était venue en France, je crois, à l'âge de 15 ans, pour paraître un peu comme tout le monde. Et la douleur que ça lui avait faite, en fait, de s'effacer comme ça. Pour les safe spaces et les endroits en non-mixité, je ne suis pas sûr que ce soit bien vu en France, vu qu'on traite les personnes qui dénoncent les discriminations et le racisme de séparatistes. Oui, il faut souvent prendre sur soi pour éviter les conflits quand tu entends des choses dégueu pour tes oreilles. Ouais, c'est chaud. Parfois, la discrimination peut aussi constituer une étincelle, un choc moral qui pousse des individus qui étaient peu disposés à l'action. Par exemple, une mort dans le quartier d'un voisin ou d'un proche, ou une intervention violente de la police, ou une ultime brimade qui fait déborder le vase. La trajectoire de Laetitia Nonon à Villepinte en témoigne. L'emprisonnement de son frère cadet va constituer un déclic et susciter un engagement auquel elle était peu disposée. Son histoire personnelle qu'elle raconte publiquement pour éviter les consciences est jalonnée par 2 traumatismes, l'un lié à son père policier et l'autre à son frère cadet emprisonné. Waouh, alors elle a un père policier et un frère emprisonné. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle, Laetitia Nonon. J'avais jamais entendu. Mais apparemment, elle raconte des choses, donc on va voir. On va voir ça vite fait, hop. Enfin libre, Laetitia Nonon dans un TEDx. 36 ans, mère de 3 enfants. Laetitia a fondé en 2008 l'association Zonzon 93, qui veille à l'émancipation des jeunes les plus vulnérables en Seine-Saint-Denis et à la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de prison. Elle est nommée en mars 2018 par le président de la République en tant que conseillère présidentielle des villes. 2018, c'était Macron. Elle partage avec nous sa vision d'une société où il existerait une vie après la prison, qui serait enfin un lieu digne portant un projet éducatif. Je zoome pour que vous voyez mieux. Intéressant, je connaissais pas du tout cette dame, et apparemment elle travaille avec le président de la... Enfin, elle a été nommée par le président de la République. À voir. Les gens, en tout cas, font des commentaires cool. Bon, je regarderai ça plus tard. C'est également le cas... Ah, attendez, je lis vos commentaires. La pire réponse à la discrimination, c'est la discrimination positive. La discrimination positive rabaisse ceux qui sont privilégiés selon le fait qu'ils sont discriminés. Et en plus, ça discrimine ceux qui, par leur mérite, auraient atteint un accomplissement eau de vie plutôt. J'ai créé les espaces en non-mixité et je t'assure que ça a son effet positif en apaisant pour les personnes concernées. Merci pour toutes ces infos. Effectivement, la discrimination positive, c'est quelque chose de très problématique, surtout en fonction de comment c'est mis en place. Et ça peut beaucoup jouer sur le moral des personnes qui subissent, entre guillemets, cette discrimination positive. Moi, perso, par exemple, j'ai fait les Beaux-Arts. Et du coup, je fais partie des rares afro-descendants qui étaient aux Beaux-Arts au moment où j'y étais. Et j'étais jamais sûr d'être là pour le quota ou pour vraiment mon travail. Et ça, c'était un truc très, très bizarre sur le plan psychologique. Enfin, ça fait un truc... ça met dans une boucle aussi, qui est pas forcément positive, surtout si tu vas pas bien. Moi, ça allait bien en vrai, mais ça peut être vraiment problématique. Après, il y a plein de choses à dire sur la discrimination positive. Il y a aussi son intérêt, il y a aussi des choses intéressantes. Mais ça, ce sera un autre sujet. C'est également le cas d'Amal Bentoutsi, sœur aînée d'Amine, 28 ans, dont la mort a été le déclencheur de son engagement, via la création du collectif Urgence Notre Police Assassine. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est intéressant.
Je vous montre rapidement ce que c'est. Alors, Urgence, notre police assassine. Voilà, ils ont un site. Alors, attends. Non, au Beaux-Arts, c'est sur concours et dossier, donc tu n'as en aucun cas été sélectionné par discrimination positive aux Beaux-Arts du Mans. Bon, alors moi, j'étais pas aux Beaux-Arts du Mans et j'étais pas. Enfin, c'était à une période où il n'y avait pas encore. Enfin, il y avait des concours, mais c'était en présentiel, donc c'est-à-dire que les gens te voient et c'est à ce moment-là qu'ils te sélectionnent ou pas. Et t'inquiète, j'ai vécu ce truc, donc je sais très bien comment ça s'est passé. Et effectivement, après, je sais jamais si j'ai été sélectionné par discrimination positive. En tout cas, officiellement, non. Mais tu sais jamais ce que pensent les gens et t'es toujours dans une espèce de doute, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est jamais forcément officiel, hein. Mais t'as l'impression, parfois, enfin, tu perçois ce truc. Et parfois, c'est juste dans ta tête. Parfois, c'est réel. Et le problème, c'est que c'est dur de faire la différence entre les deux puisque toute la société t'amène toujours des signaux bizarres. Alors, donc, urgence, notre police assassine.fr, qui nous fait l'histoire de la police, par exemple. Intéressant, je vais aller dire ça tranquillement. Et qui est donc un collectif qui milite contre les violences policières, en fait. Et qui explique plein de trucs. Les grades de gendarmerie, le recrutement de la police. Bon, ça a l'air intéressant. À checker un peu plus. Mais alors, oh non, c'est de la fausse perception, je te le confirme. Je pense que c'est dur à dire, hein. Je sais pas quelle est ton expérience pour pouvoir dire ça, mais je peux te dire qu'en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a posé question et qui fait que j'avais parfois des moments de bug. Alors, voilà. Est-ce que c'était vrai ou pas? Il faudrait être sur place et demander aux gens en question pour le savoir. C'est aussi l'histoire d'Assa Traoré, sœur aînée d'Adama, 24 ans, décédée lors d'une interpellation par les forces de l'ordre. Engagée pour une justice juste pour tous et des droits égaux pour tous. Si ces deux femmes ont connu une trajectoire sociale ascendante, Assa Traoré était éducatrice spécialisée et Amal Bentoudsi était chef d'entreprise, c'est bien la mort de leur frère qui déclenche l'engagement. Ce ne sont néanmoins que rarement les plus démunis qui se mobilisent. C'est-à-dire qu'il est rare que les plus démunis se mobilisent. Preuve effectivement que les logiques de classe jouent à plein. Mais qui le nie? Personne ne le nie. Ce sont souvent des diplômés du supérieur ou des personnes ayant un travail stable qui se mobilisent suite à ce type d'expérience traumatique, celles-ci venant activer les dispositions latentes. Ça, c'est un truc très très important de bien rappeler que souvent, les personnes qui se mobilisent le plus, en tout cas qui gagnent le plus de visibilité médiatique, sont des personnes qui avaient d'autres, on va dire, avantages, souvent sur la question de classe, ou en tout cas qui sont, enfin, on va dire, comme on dit le mot transfuge de classe, etc., qui ont changé de classe sociale, qui ont des accès différents, qui ont une éducation supérieure, etc. Quelle réponse politique? Au regard de la fréquence, de l'ampleur et de la violence que constituent les discriminations, peut-on considérer que la France en ferait trop avec la race? Notre enquête confirme, comme d'autres travaux avant elle, le peu d'énergie et de moyens déployés pour lutter contre les discriminations dans notre pays. Si des politiques publiques ont émergé à partir du début des années 2000 à l'initiative de l'Union européenne, et que la création de la HALD puis du Défenseur des droits ont constitué des avancées substantielles, les moyens à disposition restent indigents, le plus souvent consacrés à réaliser des diagnostics et des formations, évidemment nécessaires, plutôt qu'à mettre à mal les pratiques discriminatoires. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de formations, on a beaucoup de leçons de ne pas discriminer, il ne faut pas discriminer, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment les outils théoriques, est-ce qu'on a vraiment la base pour réellement, disons, faire diminuer la quantité de discrimination qui existe dans notre société? Ça, c'est une vraie question. Alors, ils ont cité notre enquête confirme comme d'autres travaux. Alors, on va voir de quels autres travaux il et elle parlent. Ça charge. En attendant, je lis vos commentaires. Touk. Cette discrimination positive, un peu l'exception qui confirme la règle, comme si c'était un exploit de faire certaines choses pour des personnes qui pourtant ont les capacités mais n'ont juste pas les bons outils, réseaux, infos pour y arriver. On appelle ça un token en anglais. Je ne connais pas l'équivalent en français. En tant que performeur, je suis souvent casté pour jouer la carte de la diversité. Ouais, ça parfois ça fait bizarre au moral, ça. Tu entends quoi par espace en non-mixité? Pareil, ce terme me dérange. Alors attends, ça c'est qui dit? Pareil, ce terme me dérange. Une discrimination n'a rien de positif pour moi.
Ouais, alors ça, c'est le terme discrimination positive. C'est vrai qu'il faudrait voir dans quel contexte il a été mis en place, etc. Par qui. Il est 20h16. J'avais dit fin du live à 20h30. Donc on va finir de lire l'article. On va pas avoir le temps de lire un autre article, par contre. Ça prend du temps de lire, en fait. Hein. Alors, et la non-mixité. Alors, Bon, vous avez un débat sur la non-mixité. Non, pas sur la non-mixité. Les espaces en non-mixité ont toujours existé de manière implicite. Ouais, bon, ça, je vais pas expliquer ce que c'est ici, mais on aura peut-être un autre live pour parler de cette question-là. Là, on se concentre sur... Mais continuez à en parler dans les commentaires, hein, c'est toujours intéressant. Donc, on avait cliqué, voilà, sur les autres travaux. Donc ça, on l'a déjà vu, je crois. La lutte contre les discriminations, non, on l'a pas vu. Ethno-raciale en France. Un livre paru en 2018 par Marie-Christine Serrato De Benedetti. Annoncé en France en 1998 sous l'impulsion européenne, la lutte contre les discriminations raciales n'a jamais été véritablement portée par un gouvernement. L'ouvrage analyse à différentes échelles d'intervention les processus multiples de refoulement de la discrimination ethno-raciale, la dilution et l'euphémisation du problème pour en extraire sa dimension ethno-raciale, l'éviction du combat politique par des instruments consensuels, et enfin la délégation de l'action à des experts et au territoire. Ça, c'est hyper intéressant, donc ça j'ai trop envie de le lire. 28 € par contre, waouh. Heureusement que vous me donnez des thunes sur Tipeee, hein, parce que ça coûte cher de se renseigner. Ça c'est intéressant parce que, bon déjà, cet ouvrage semble montrer les problèmes, en tout cas comment le gouvernement prend en charge les questions de discrimination raciale. Mais surtout, et là je vous engage à lire, regarder les interviews autour d'un livre qui s'appelle « La race tue 2 fois ». Alors attendez, je vous tue 2 fois, je vous montre parce que c'est trop intéressant, franchement. J'ai écouté ces interviews. Voilà. Les interviews de... une interview qui est parue sur YouTube, qui a été réalisée, je crois, par Mediapart. Interview de Rachida Brahim, voilà, sur Le Média, excusez-moi. Sur Le Média. Le Média, je trouve qu'ils font un super travail, franchement. Il y a des émissions vraiment intéressantes. Et je vous conseille de regarder cette interview. Je ne vais pas vous en mettre des extraits ici, mais elle explique plein de choses, notamment comment... en fait, je crois qu'elle a étudié 741 cas de violences policières ou de crimes racistes, et comment à chaque fois, la loi, en fait, ne reconnaissait pas le crime raciste comme motif. C'est-à-dire qu'en fait, en loi française, tu ne peux pas dire que c'est un... Il n'y a pas de crime raciste. C'est soit des délits de discrimination, je crois. Enfin, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais écoutez l'interview, c'est intéressant. Et elle a vraiment étudié tous les textes de loi, etc., pour expliquer comment, en fait, la loi permettait de retirer les motifs racistes à chaque fois qu'il y avait une affaire de crime raciste. Donc, on va dire, c'est un problème d'argent, c'est un problème de comportement, c'est un problème... Enfin, il y a plein de choses qui sont dites, mais le fait que ce soit du racisme n'est jamais retenu dans les jugements au final, en fait. C'est-à-dire que même s'il y a du bruit médiatique autour de ça, c'est pas ce que la loi permet de faire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça viendra compléter aussi ce qui est dit dans ce livre. Mais on finit l'article. Alors en plus, je vois des commentaires un peu. Serrato De Benedetti, c'était ma prof en histoire politique des discriminations à Lyon. Waouh, trop intéressant. Mais alors, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était nul? Est-ce que t'as appris plein de trucs? Est-ce que tu recommandes son travail ou pas? Dis-nous un peu. Histoire que plus, je t'ai envoyé MP sur Discord, si tu as des questions sur l'affiliation, n'hésite pas. Ok, trop bien. Bah, je vais te demander sur Discord, on pourra en discuter. Donc. On en était où? On en était là. Ces dernières années, on a même vu s'opérer un glissement des maigres politiques de lutte contre les discriminations à celles de prévention de la radicalisation. Ça, c'est vraiment erreur politique, mais c'est quand même terrible. Alors que les discriminations brisent la République en deux, comme l'a reconnu à demi-mot Emmanuel Macron dans son discours des Mureaux en octobre dernier, si peu est fait pour s'y attaquer. La loi confortant les principes républicains, loin de résoudre le problème, risque de l'aggraver. Alors, non, c'est faux, les procès et délibérés permettent de condamner pour œnophobie. Alors, je ne sais pas ce que c'est œnophobie, mais tu peux nous l'expliquer en même temps. Mais en tout cas, moi, je parle de racisme, hein, le mot racisme. Et bon, je te conseille d'écouter cette interview. En tout cas,
c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce paragraphe. Je trouve ça incroyable En fait, il n'y a quasiment pas de lutte contre la discrimination, mais par contre, on augmente les budgets des luttes contre la radicalisation. Et tu as envie de dire, mais de l'œuf ou de la poule, comment ça se passe, quoi, en fait, c'est... Bon, la radicalisation, tant qu'on n'aura pas lutté contre les discriminations, il y en aura et il y en aura toujours plus. Donc bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, en fait? C'est quoi le projet d'avenir? Ce peu de moyens se traduit en outre par un non-recours aux droits et aux dispositifs publics de médiation par les victimes. C'est ce dont on parlait en début de live, c'est-à-dire qu'il y a des options pour porter plainte ou pour se plaindre d'être discriminé, mais les gens ne le font pas parce qu'ils ne connaissent pas, ou ils et elles ne connaissent pas, ou ne font pas confiance aux institutions. Ces dispositifs, à l'instar des délégués locaux du défenseur des droits, étaient quasi inconnus par nos enquêtés. Quand ils l'étaient, ils étaient le plus souvent perçus avec résignation. Ça ne sert à rien. Les plaintes n'aboutissent jamais. C'est une perte de temps. Le premier guichet pour dénoncer les discriminations est en effet le commissariat de police. Or, au regard de la défiance qu'entretiennent nombre d'habitants des quartiers à l'égard de l'institution policière, que notre enquête confirme, ils ne voient que rarement celle-ci comme un recours en cas de discrimination. Le lancement de la plateforme de signalement des discriminations par le président de la République infléchira-t-il ce constat? Rien n'est moins sûr. Il y a plus de 20 ans déjà, un numéro de téléphone, le 411, était créé pour recueillir des plaintes. Si de nombreux témoignages avaient alors été enregistrés, peu ont débouché sur des condamnations et le dispositif seul ne suffisait pas à enrayer la reproduction des discriminations. Alors, ils ont mis un petit lien, on va regarder ce que c'est. L'invention française de la discrimination par Didier Fassin. Oh, un islamo-gauchiste, oulala. Alors, Didier Fassin, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est un homme... je vais vous le montrer, hein. Beaucoup plus simple comme ça. Recherche Google pour Didier Fassin. C'est un universitaire qui a beaucoup travaillé sur les questions de discrimination, de racisme et et tout ça, quoi. Et donc lui, il a écrit l'invention française de la discrimination. C'est paru en 2002 dans la revue française de sciences politiques. Et donc c'est un article qui est entièrement gratuit sur Kern Info et qui a l'air bien long et sourcé et tout. Bon voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi je vais le lire en tout cas, parce que ça m'intéresse, l'invention française de la discrimination. Alors attends, je lis juste le début vite fait. Le mot discrimination, entendu comme traitement défavorable en raison de l'origine réelle ou supposée, je zoome pour que vous voyez bien, des personnes, pour reprendre l'euphémisme officiel consacré, est apparu à la fin des années 90 dans le lexique ordinaire de l'action publique en France. C'est également au cours de cette période que le thème a commencé à faire l'objet de débats dans les cercles intellectuels ou politiques et a donné lieu à des enquêtes journalistiques ou à des travaux scientifiques. Intéressant. Donc je vais me pencher sur ça aussi. Mais on revient à notre article, Voilà, on en est là. S'il n'existe pas de remède miracle, des sanctions plus lourdes en cas d'infraction pourraient être envisagées. Pourquoi par ailleurs attendre que les victimes se manifestent? L'inspection du travail, l'inspection générale de la police nationale ou des dispositifs de contrôle des bailleurs sociaux pourraient jouer un rôle actif pour prévenir les discriminations. Plus largement, c'est une transformation des pratiques institutionnelles, comme des procédures de recrutement, d'orientation, de contrôle, etc., qui s'avèrent indispensables face à des discriminations largement systémiques. Détourner de la question sociale. Est-ce qu'on essaye de se détourner de la question sociale? Grande question. Alors attendez, je lis un peu vos commentaires. Pour les livres, essayez d'acheter des livres d'occasion, comme sur le site Momox. Didier Fassin et son frère Éric Fassin. Ouais, effectivement. Oui, justement, encore heureux qu'il n'y ait pas dans la loi la notion de race. Arti Frédéric. Si c'était le cas, on justifierait le principe de race, donc il faut bien parler de eunophobie. Alors, il faut savoir que les personnes qui revendiquent l'usage du mot race, je ne vais pas en parler là, en fait, parce que c'est trop long et tout, mais il et elle le revendiquent pour dire que c'est une construction sociale qui vient de notre histoire coloniale. Et que du coup, ça permet de faire le lien entre la manière dont le mot race a été utilisé politiquement pendant des siècles et qu'est-ce qu'on en hérite aujourd'hui. Et si on switch juste de mots, en fait, on se coupe aussi de l'histoire qui était liée à cette notion et à comment elle a été appliquée juridiquement. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui ont été appliquées. On l'a vu tout à l'heure avec la manière dont les musulmans algériens étaient
été recensés comparé au reste de la population française. Voilà. Alors, il faudrait trop qu'on fasse des clubs de lecture. Franchement, de ouf. Moi, je suis chaud pour des clubs de lecture. Et ce qu'il faudrait faire, ce serait... j'ai un Discord. Enfin, ouais, sur le Discord, vous pouvez y aller et mettre des livres si vous avez en PDF, etc. Ou vous donner des sources, ou se donner des sources. Voilà, on peut en discuter sur Discord. Mais on revient à la fin de l'article, parce que c'est la fin de l'article. Détourner de la question sociale, point d'interrogation. Dire tout cela, le démontrer scientifiquement, et rappeler que la France n'a jamais fait grand cas des discriminations en dépit de son image de pays des droits de l'homme, revient-il à racialiser la question sociale, à oublier le rôle des classes sociales et à détourner des vrais enjeux économiques, sociaux et éducatifs? Question ouverte. Réponse que donne cet article. Il nous semble au contraire que les discriminations ethno-raciales comme les autres font partie intégrante de la question sociale. Pour comprendre, en sociologie, ce que vivent les habitants des quartiers populaires, on ne peut rabattre leurs expériences sur la seule classe sociale. D'autres facteurs, y compris, mais jamais exclusivement, raciaux, doivent être pris en compte. Loin de toute logique identitaire, cette posture scientifique permet d'œuvrer avec tant d'autres collègues qui collectent patiemment des données au moyen d'enquêtes de terrain, à l'impératif de compréhension qui guide les sciences sociales. Et donc c'est signé toute notre équipe de Julien Talpin, Hélène Balazar, Marion Carrel, Samir Hadj Belgassem, Zumboul Kaya, Anaïk Puren et Guillaume Roux qui publient L'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires au PUF en février 2021, donc il y a 2 jours. Et donc ça c'est le livre, il faut vraiment que j'envoie un mail au PUF pour leur dire envoyez-le moi, parce que vous savez que c'est possible d'envoyer des mails, si vous essayez d'avoir une chaîne, etc. C'est possible d'envoyer des mails aux éditions pour leur demander, vu que vous faites un peu la promo finalement, parfois de leurs ouvrages, de les envoyer gratuitement en fait, en tant que revue de presse. Bon, je pense pas qu'ils vont me l'envoyer, mais on sait jamais. Alors, on se fait une bibliographie dans le Discord et on check qui a quoi. Franchement, moi je suis chaud, hein. Je vais créer un onglet, un salon bibliographie. Sur Discord, comme ça on pourra le partager. Alors, je reviens juste à l'article pour voir il y avait quoi dans les sources citations. Donc, ceux qui ont contribué, c'est Julien Talpin, politiste chargé de recherche au CNRS, Hélène Balazar, chercheuse au laboratoire EVS de l'Université de Lyon, Marion Carrel, sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Lille, Samir Hadj Belgassem, sociologue, doctorant au centre Maurice Albawak de l'ENS et à l'EHESS, Zumboul Kaya, politiste, docteur en sciences politiques, Anaïk Puren, sociologue chargé de recherche à l'Université de Lyon, ENTPE, et Guillaume Roux, politiste et chercheur FNSP à Sciences Po Grenoble. Voilà pour les personnes qui ont contribué à ce super article. Et il est 20h30 pile poil, donc j'avais dit que ça durait 1h30. Mais bon voilà, c'était super de lire cet article qui est assez long. Et là j'étais en version, donc comme je vous ai dit, j'étais en mode lecture sur mon ordi. Mais en vrai ça ressemble à ceci, en réalité. Sur la revue AOC, Analyse Opinion Critique, je vous montre à quoi elle ressemble en vrai, la revue. Quand vous allez sur cette revue, vous avez 3 thèmes, AOC, Analyse Opinion Critique. Et donc il y a des gens qui publient des articles tous les jours sur... voilà. Donc des articles... Oh, Jean-Michel Frodon. Bah lui, c'était un de mes profs. Trop drôle. Bon, bah, si jamais il regarde cette vidéo... Jean-Michel Frodon qui est critique de cinéma. Et donc il est dans la catégorie C, critique. Et à chaque fois, vous pouvez cliquer, voir analyse, tout ce qui est sorti, opinion, tout ce qui est sorti, etc. Mais vous avez le droit qu'à 3 articles gratuits par mois. Donc ça, choisissez bien, quoi. Sinon, vous prenez un abonnement. Moi, je ne l'ai pas pris perso. Bon, tout ça pour dire qu'on a lu notre article. C'est super. On a réussi 1h30 à faire la lecture d'un article. Donc ça, c'est trop bien. Merci. Salut Jelly d'être passé. Petit Cam, tu viens d'arriver. Ben, on continue. Oh, non, on va pas continuer. On va juste finir, en fait. Mais on va finir ça avec un quiz. D'abord sur l'histoire coloniale. Non, on va pas finir par un quiz tout de suite. D'abord, je vais vous montrer un autre truc. Parce qu'en faisant ces recherches, j'oublie pas non plus l'histoire. Parce que ma chaîne, c'est quand même Histoire Crépue. Et on est censé parler d'histoire coloniale avant tout. Là, je parle un peu d'actu
et d'actu politique décoloniale, mais il faut aussi parler d'histoire. Et donc, il faut que je vous montre un truc dans mes recherches, parce que je passe mon temps à lire des journaux coloniaux, en fait, à côté de ça. Et donc là, je suis remonté 99 ans avant aujourd'hui. Donc là, on est le 19. Là, c'est un journal qui en date du 20 février 1922. Donc c'est il y a 99 ans. Donc dans les annales coloniales, je vous montre juste quelques petits titres de ce qui faisait l'actualité il y a 99 ans. Il y avait une lettre ouverte à monsieur le gouverneur général de l'Algérie. Donc ça, c'était un gars qui s'appelle... Alors attendez, je vous le retrouve. Il s'appelle De Bermond, député de la Vendée et membre de la commission de l'Algérie et des colonies. Et lui, en fait, il demande l'indépendance. Bon, je vous le lis pas parce que c'est très long et que ça prendrait autant de temps que l'article qu'on vient de lire, parce que vous voyez, genre, c'est long. Il a vraiment écrit, quoi. Mais il demande en gros l'indépendance des Français d'Algérie. Enfin, il demande à ce que les Français d'Algérie puissent un peu s'autogouverner et ne dépendent pas que du ministère des colonies. Parce qu'à l'époque, il y avait ce problème-là, qui était que les Français algériens dépendaient trop du ministère des colonies et du coup voulaient une forme d'indépendance. C'était le cas dans beaucoup de colonies. Il y avait toujours des mouvements de Français qui demandaient un peu plus d'autonomie. Après, il y a un truc sur la détresse à Tahiti. Mais attendez, il y avait un truc que je voulais vous lire. Je sais plus c'était quoi. Un nouveau palais colonial à Marseille. Il y a un projet de loi. Ok. Et il y a fait ce truc qui s'appelle la logique noire. Je vais vous lire rapidement cet article parce qu'il est intéressant. Je le mets en plein écran si ça fonctionne. Ouais, super. La logique noire. Il y a 99 ans, l'Algérie n'était pas colonisée. Mais détrompe-toi. Tel est le titre d'un article du Temps. Enfin, l'Algérie, à cette époque, était un département français, quoi. Si c'est ça que tu veux dire, qui n'était pas colonisé. C'est avec l'histoire qu'on apprend aussi à construire au mieux l'avenir. Effectivement, ma connexion mouline. Ah mince. La colonisation de l'Algérie... Non, mais là, vous parlez de la décolonisation, en fait. La décolonisation de l'Algérie, c'est les années 60. Mais la colonisation... Ah oui, c'est vrai, le Discord, l'invitation est expirée, effectivement. Il faut que je remette à jour une nouvelle invitation. Alors, je vais mettre à jour une invitation et je vous la renvoie juste après le live, parce que là, je crois pas que j'aurai le temps. Attendez, je regarde si je peux le faire tout de suite. Désolé pour ça. J'avais oublié, j'avais mis 7 jours, en fait, parce que j'étais pas sûr de ce que je voulais faire et j'ai oublié complètement. Attendez, je vous remets un truc dans le chat. Ça fait mal au dos de se tenir comme ça droit à parler pendant 1h30, mais là c'est bien. Bon, en attendant que... Non. Bon, en tout cas, je vous parle de cet article rapidement parce que je vais faire une vidéo sur ce sujet. La logique noire. Tel est le titre d'un article du Temps du 18 février 1922, signé J. Lefranc. Alors en gros, dans cet article des Annales coloniales, Eugène Deveau, qui est le gars qui écrit cet article... Alors attendez, voilà, c'est là. Eugène Deveau, le gars qui écrit cet article, il reprend le titre d'un article paru 2 jours avant dans Le Temps, qui était signé, lui, J. Lefranc. Je vais vous remonter tout ça dans une vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé. Et donc, Eugène Deveau dit « C'est un Soudanais qui me l'a signalé avant-hier matin même, en me disant que l'article était exact en ce qui concerne Batouala. » Batouala, c'est un livre qui a été écrit par René Maran, mais je vous en parlerai dans une vidéo. Et René Maran, c'est un homme noir qui a écrit un livre... Attends, je lis l'article et vous allez comprendre. Mais un peu sévère pour certains noirs, que MJL, donc J. Lefranc, ne connaît pas. Mon ami le Soudanais ajouta. Dans notre race, il y a 2 catégories, les noirs dont je suis et les nègres dont monsieur René Maran fait partie. Ça, c'est de la logique noire, et il me semble avoir trouvé en ce Soudanais le sage dont MJL met en doute l'existence quand il dit « Ce sage, cet homme équitable et clairvoyant, qui, sachant nous juger, sait aussi juger sa race. » Et le Temps lui-même ne veut pas lâcher René Maran, car voici que notre confrère écrit le 19 février. Le gouvernement français ne peut laisser passer, sans les réfuter, des imputations calomnieuses et imméritées dont nos ennemis tirent parti contre nous. Son devoir est de prendre publiquement la défense de notre administration coloniale et plus généralement de l'œuvre de civilisation et d'éducation poursuivie par la France dans son empire d'outre-mer. Bon, pour vous expliquer un peu le contexte, alors attendez, d'abord je vous mets le lien du Discord, comme ça vous l'avez. Hop.
Paramètres. Comment je fais déjà? Mince, non, je crois que je vais pas y arriver là tout de suite. Il faut que je vous le fasse inviter. Voilà, inviter des gens, c'est ça. Inviter des gens. Et donc, lien d'invitation qui expire un jour. Bon, je vous mets un lien qui expire dans un jour, donc il sera juste utile là. Hop. Je me demande ce qui cloche, on va régler ça. Voilà, donc là c'est un lien. Il y a 100 ans, fin de la Première Guerre mondiale, l'Algérie n'était colonisée. Bro. Je comprends pas ce que tu dis, Haute-Vie. J'ai l'impression que tu trolls. Je comprends pas. Bref. Donc là, je vous ai mis le lien vers le Discord qui va vous permettre de rejoindre le Discord. Voilà, parce que sinon, il est plus. L'autre lien que j'avais fait était plus actif. Alors, pourquoi je vous ai montré cet article? C'est parce que je trouve ça intéressant. En fait, il y a à peu près 100 ans, René Maran, qui est un homme noir qui est français, est devenu en fait le prix Goncourt. Il a eu le prix Goncourt. Et c'était le premier noir à avoir le prix Goncourt, alors qu'on était en 1921, c'était en décembre 1921. Et donc il a eu le prix Goncourt pour un livre qui s'appelle Batouala. Et dans la préface de ce livre, il avait fait une critique de la colonisation. Et donc, toute la presse coloniale, ça a fait un scandale pas possible. Et donc, ce qu'on vient de lire, c'est une conséquence de ce scandale, en fait. Et donc, toute la presse coloniale se demandait que fait le gouvernement, il faut interdire ça, enfin, le livre de René Maran est nul, enfin, bref, tout ça. Et donc, je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo très prochainement. Et je trouve que c'est une histoire vraiment passionnante, parce qu'il y a un twist. Je sais pas si je vous spoil maintenant. Non, je vous spoil pas. Suspense pour la prochaine fois. Hop. Donc super, maintenant qu'on a vu un peu d'histoire et qu'on a vu de l'actu, eh ben on va retourner au... On va faire un dernier truc, on va faire juste un quiz pour la fin, un quiz sur l'histoire coloniale. Alors c'est un peu dur, ça fonctionnera bien pour les personnes qui ont... Alors attendez, 1830-1848, Algérie colonie française, 1848-1957, département et territoire. Oui, effectivement, mais c'était donc... Je dis l'Algérie était colonisée, mais c'était pas le titre qu'elle avait. On ne disait pas colonie d'Algérie, on disait département algérien, effectivement. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la même chose à peu près aujourd'hui avec les Outre-mer. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Algérie, c'était un Outre-mer, en fait. Comme ce qu'on considère aujourd'hui comme Outre-mer, c'est-à-dire Nouvelle-Calédonie, donc Kanaki, hein, la Guyane, les Antilles, etc. Et donc, tout ce... Enfin, ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on entend par Outre-mer et qu'est-ce qu'on entend par colonie, comment on redéfinit les choses, comment on définit les choses, est-ce qu'on sait vraiment ce que veulent dire ces termes, sachant qu'à l'époque, le ministère des colonies avait changé de nom, c'est devenu le ministère des Outre-mer, enfin, il y a eu plein de changements de nom qu'on pourra voir peut-être dans des vidéos que je ferai, et qui sont vraiment passionnants. Ce serait bien si on pourrait avoir un lien sur ce fameux livre. Alors oui, je vais vous le mettre, je l'ai en PDF en fait, le fameux livre Batouala, et je vais vous le mettre dans le Discord aussi. Mais il faudra me le rappeler. Alors si vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas à me le demander, parce que sinon je risque d'oublier. Et je vais vous le mettre sur le Discord, je l'ai en PDF. Vous allez pouvoir lire l'introduction qui est pas si clash en vrai. Hein. Ils étaient choqués, mais c'est... Voilà. Pour finir, on fait un dernier petit quiz. Hop là. Je prépare le quiz. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de quiz... Je vous explique comment ça fonctionne. Il suffit de répondre le plus vite possible aux questions que je vais poser qui vont concerner l'histoire coloniale. Et là, la difficulté est moyenne parce qu'il faut quand même avoir un peu vu mes vidéos, je pense, pour pouvoir répondre. Donc, si vous avez déjà vu mes vidéos, ça va aller, je pense, facilement. Si vous avez retenu, surtout, ça va aller facilement. Et donc, si vous ne voyez pas le quiz, normalement, je vais vous... Alors, attendez, parce que... Ah, mais mince, je ne vois pas le dernier quiz que j'ai fait. Peut-être qu'il me manque un quiz. Je crois que j'ai pas mon quiz finalement. Je check juste pour vérifier. Est-ce que... Create et edit quiz. Ah mince. Ah ouais, il n'a pas été enregistré mon quiz. J'avais préparé un petit quiz sur l'histoire. Et il n'a pas été enregistré. Donc je ne vais pas vous faire un des quiz de la semaine dernière parce que ça va être trop répétitif. Donc tant pis. Pas de quiz pour la fin. C'est dommage.
C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, on aura respecté notre timing à peu près. Là, je suis 11 minutes en retard par rapport à ce que j'avais dit. C'était super. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce live. Moi, ça m'a fait grave plaisir de parler de cet article. On a vu plein de sources intéressantes en plus. Et je pense que ça donne envie de creuser. Moi, je vais télécharger plein de PDF en fermant le live. Et j'ai peut-être essayé d'acheter aussi quelques-uns des livres qu'on a cités. Ça peut être cool. Et donc, merci pour votre soutien. Merci de m'avoir suivi. Voilà. N'hésitez pas à partager le replay. Je vais le mettre sur YouTube. Je vais le mettre aussi sur Twitch. Voilà, si vous voulez me soutenir aussi financièrement, il y a mon Tipeee qui est dans la bio. Si vous voulez rejoindre la communauté pour discuter, vous cliquez sur le Discord. Et il y a le Clubhouse. Ah oui, c'est ça. Clubhouse, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, mais on va en parler. Je pense la prochaine fois, je vous demanderai comment ça fonctionne. Et je vais essayer d'assister à des Clubhouse déjà pour me faire une meilleure idée sur ce que c'est. Et en fait, j'ai créé un compte Clubhouse, mais juste, je sais pas le faire fonctionner. Donc voilà, c'est tout. À très bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Voilà, je crois que je vais quitter le live. C'est toujours le truc le plus dur à faire, c'est quitter un live. Hein. C'est difficile. Parce que tu as l'impression que tu peux encore dire un truc. C'est comme quand tu es au téléphone avec quelqu'un, en fait, et que tu n'as pas forcément envie de... Donc, je vous dis ciao, ciao, ciao.